droite. Armée. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police audience, premier sergent-major Nyembo Mwambira Adolphe. À mon pied, répond. À vos ordres. Au pied. Rép. Est ouverte, la parole est au Fédéraux sur l'avenue Flambeau numéro 9 dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Affaire à continuation. RP numéro 054-11. À cause de l'auditeur général du ministère public et partie civile contre le prévenu sur après. Le commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga, commissaire supérieur adjoint Paul Milambo Londo, commissaire Jacques Migabo 15. Prévenu de détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et des excès faits à Kinshasa le 7 janvier 2022, le colonel Bondé va enrôlé sous RPA 050. RPA 050. Commissaire supérieur adjoint Paul Milambo Londé. EPO. Bien. Commissaire Jacques Migabo Kezi. Présentez-vous à la barre. Vous pouvez disposer, commissaire Migabo. Oui, pour les intérêts de la partie prévenue. Maître. Consommation du prévenu. L'an 2022 en offre. Entendu que le prévenu, commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga, en détention à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu à Kinshasa, régulièrement cité, refuse de comparaître devant la haute cour militaire, siégeant dans la scène de la dite prison. Nous, signé colonel Bondé Egbawa Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la scène de la prison militaire de Ndolo, donnons sommation au prévenu précité, lequel refuse de comparaître le motif qu'il est malade, en fait de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en présence des agents ci-dessus et le prévenu refuse de signer. Il s'agit de Moussa Sarolan, commandant second, DS, Mongi Lancélé, capitaine chef détention, et Kapwadi Mouda AC, chef bâtiment. Les parties civiles. Pour les frères orphelins Tchebeya, Bazana, les frères et sœurs Bazana et Renadon Chassa Bombé conjointement avec Maître Mbikaï Mwamba Eli, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Okele Kassongoma. Maître Mireille Konkenza, avocat près le barreau de Kinshasa Matete. Marianne Damadikolo, avocate au barreau de Koudou. De force conjointe, Maître Si, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Du barreau de Matete. Aux intérêts de l'avocat au barreau près la cour d'appel de l'Équateur. Du barreau de Kinshasa Matete. Comparaison conjointe. Maître Gauthier Koubiha, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les intérêts des frères et sœurs. Le civilement responsable. Conseil, Hugues Matadi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avocat au barreau. Maître Daniel Baudélé Kamandai, avocat au barreau de Kinshasa. Le renvoi de la cause à ce jour était consacré civil et nous demandons qu'il y ait une très bonne organisation pour qu'il n'y ait pas de redite. Les parties civiles, vous avez la parole.
qui avait disjoint des poursuites vis-à-vis des prévenus en fuite ou fugitifs, ou contraints à la fuite. Parce que lorsque nous suivons avec beaucoup d'intérêt l'audition de Paul Mwilambwe, qui désirait être entendu et qui a été contraint à ne pas comparaître devant la justice par ceux-là même qui devaient l'amener devant vous. C'est que il y a eu qui ont été contraints peut-être à la désertion, peut-être à l'évasion. Qu'à cela les tient. Mais l'instruction de cette cause à charge des prévenus a révélé que le double assassinat avait été planifié, prémédité et perpétré par l'inspecteur général de la police, John Numbi, avec le concours du commandant du bataillon Simba, un bataillon qui était à sa solde comme une milice, et le commandant, c'est le prévenu Ngoy Kenga Kenga Christian, avec le concours de quelques-uns des éléments de ce bataillon Simba de la police nationale. Pourtant, la Constitution de la République, en son article 182, dit clairement que la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. En outre, l'article 183 de la Constitution est très décisoire. Parce que cette disposition dit la police nationale est apolitique, elle est au service de la nation congolaise. Nul, je reprends, nul ne peut la détourner à ses fins propres. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, la peine qu'éprouvent les Congolais, le peuple congolais, c'est que même l'armée, à travers le général Djadidi, a été associée à ce double assassinat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a converti sa parcelle en un cimetière où devait être creusé le tombeau qui aurait enseveli jusqu'à ce jour Fidel Bazana. Mais que disent les articles 187 alinéa 3 et 188 de la Constitution par rapport à la protection ou à la mission de l'armée dans les conditions fixées par la loi? C'est l'article 187 alinéa 3. Les forces armées participent en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. Article 188.
Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, en rappelant à la Cour les arriérés qui donneraient à ce procès un goût d'inachevé, les partis civils, à travers les présents prolégomènes, vont vous développer, vont vous exposer ce que Hannah Arendt, dans son étude totalitarisme et banalité du mal, a nommé le mal extrême. Comment en était-elle arrivée là? Comme vous le savez, en 1961, nous sommes en avril, se tenait ou a été ouvert à Jérusalem le procès d'Adolf Eichmann, un lieutenant-colonel aussi. Un lieutenant-colonel nazi qui tuait, qui massacrait les Juifs au nom de la désobéissance, non, de l'obéissance totalitaire. Au nom de l'obéissance totalitaire. Et Hannah Arendt a défini cette obéissance totalitaire comme la perversion de l'idéal de la loi. Et vous l'avez vécu, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général. Devant cette Cour, l'obéissance totalitaire a conforté le prévenu Christian Ngoï Kenga de méconnaître votre autorité. Tout en banalisant le double assassinat. Donc toute question que vous pourriez lui poser sur le double assassinat, il dit qu'il a rendu d'énormes services à la République. La banalité du mal. C'est ça. C'est pour cela, dans ces prélogomènes, nous allons épingler 5 fléaux. Le premier fléau, c'est la déification de la fonction présidentielle dans ce pays. Dans le préambule de la Constitution de la République, le peuple congolais réaffirme son adhésion et son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations unies sur les droits de l'homme, sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme, particulièrement à l'objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains. Ça, c'est le peuple congolais qui l'affirme. Dans le préambule de la Constitution de la République. Ce postulat constitutionnel rend l'État débiteur de l'obligation de respecter la personne humaine et de la protéger comme prescrit à l'article 16 de la même Constitution qui interdit en même temps tout traitement cruel, inhumain
ou dégradant de la personne humaine. Cependant, en l'espèce, l'obéissance totalitaire au commandant suprême, président de la République, a fait de celui-ci un dieu au-dessus de la Constitution et des lois de la République, au point que les acteurs du double assassinat, criminels de bureau et ceux de terrain, ont cru exécuter un ordre divin. Les dépositions de tous les intervenants remontent toutes au général Numbi, agissant comme la courroie de transmission des directives, instructions, orientations, bref, de la pensée, de la volonté du commandant suprême que fut le président Kabila. Il s'agit donc d'une dérive de la fonction présidentielle qui a réussi à pervertir dans une hybris inexplicable le lieutenant-colonel Ngoy Kenga Kenga jusqu'à désobéir à la haute cour de C. Le deuxième fléau, c'est l'exécution des ordres manifestement illégaux. Tandis que l'article 28 de la Constitution de la République dispose « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié licence lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Mais les exécutants du double assassinat dans ce procès, tous agents de l'État, payés par le trésor public, après avoir collecté nos impôts, à la police comme à l'armée, ces exécutants disaient, ont au contraire rempli le devoir d'obéissance totalitaire au commandant suprême pour imprimer la peur aux opposants d'une part et en perspective de sa réélection pour un second mandat en 2011 et d'autre part instaurer un climat de terreur en vue de perpétuer son règne sans partage. Cette obéissance totalitaire a oblitéré dans la psyché des exécutants le quatrième engagement du président de la République dans son serment, coulé en ces termes à l'article 74 alinéa 2 de la Constitution. Parce qu'il s'agissait du président honoraire, je cite, « Moi, Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. » Fin de citation. La conversation téléphonique entre le président de la République Kabila et le prévenu Mouilambé devant l'auditeur général Pondé illustre la dérive totalitaire du pouvoir d'État et l'obéissance, elle aussi totalitaire, des exécutants. Troisième fléau, l'inégalité de traitement des Congolais en dignité et en droit. Le double assassinat sous examen participe du mépris de la Constitution par le pouvoir totalitaire, en ce que ces articles 11 et 12 prônent l'égalité des hommes en dignité et en droit. Nous vous citons l'article 11. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et l'article 12, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection
des lois. Mais le traitement infligé aux victimes du double assassinat est équivalent au crime d'apartheid, défini à l'article 7 du traité de Rome, le traité de la Cour pénale internationale, traité dûment ratifié par la République démocratique du Congo. Cet article définit l'apartheid comme des actes, à son article 7, comme des actes inhumains commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe sur tout autre groupe ou tous autres groupes et dans l'intention de maintenir ce régime. Cette définition-là, puisée dans le traité international de la Cour pénale internationale, démontre que le double assassinat n'est rien d'autre que le renforcement par peur, par la terreur du régime totalitaire. À cette fin, le bataillon institutionnalisé Simba communautarisait des éléments issus d'une même souche identitaire, à la tête duquel trônait le général Numbi, à l'époque inspecteur général de la police nationale congolaise, dont l'hygiène de vie consistait à tuer les Congolais au nom du commandant suprême. Et ce bataillon sera mis sur pied de guerre pour traquer et anéantir toute velléité de contestation, de déballage des dossiers tenus secrets d'État, en instaurant la terreur à l'horizon 2011, année de la présidentielle. Les exécutants communautarisés du général Numbi ne pouvaient que remplir leur devoir d'obéissance totalitaire pour maintenir le régime oppresseur, totalitaire et d'apartheid. Le quatrième fléau, c'est l'aversion du pouvoir d'État à l'égard des associations des droits humains. Chose curieuse, parce qu'au terme de l'article 37 de la Constitution, cette Constitution de la République, son article 37 dit ceci: l'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La soumission du peuple congolais à la pensée unique et totalitaire ne pouvait qu'indigner les associations de défense et promotion des droits humains, dont la voix des sans-voix pour les droits de l'homme que dirigeait le sémillant Floribert Chebeya. L'indignation de ce grand défenseur des droits humains contre les massacres de Bundudia Congo au Congo central en 2007-2008 et son engagement à porter l'affaire à la Cour pénale internationale, ainsi que son incursion contre l'arrestation de Golden Misabiko à Lubumbashi, où la tête de Chebeya était mise à prix à concurrence de $40,000. Le lanceur d'alerte Misabiko Golden, ayant dénoncé le contrat léonin au détriment de la République, signé par le gouvernement congolais, le gouvernement Mouzito, représenté par le ministre des Mines, Kabwiloulou, et Areva. Areva, c'est une société française, elle est devenue, je crois, Avena, qui était représentée à l'époque par Madame Lagardère, en 2009. Avait suffi, donc, cette indignation et cette implication de Chebeya, tout ça avait suffi pour que le régime totalitaire signale l'arrêt de mort
de Floribert Chebeya en prétextant, selon le témoin Moukalaï Daniel, qu'il était un agent de la CIA qui en voulait au président Kabila. Cette aversion du pouvoir totalitaire vis-à-vis des défenseurs des droits humains triomphera de l'innocuité de ces derniers qui exerçaient le métier de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et ravivera l'obéissance totalitaire des éléments du bataillon 6. Cinquième fléau, évitement de l'audition en justice du président honoraire. À la lumière de l'article 150 alinéa 1er de la Constitution, le peuple congolais, pour le compte duquel la justice est rendue en République démocratique du Congo, a confié à la haute cour d'Océan une mission exaltante et de très haute responsabilité sociale, être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Dans son livre Procès du 11 septembre, Victor Thorne interpelle ses lecteurs en ces termes. Nous citons: si nous avons le droit d'être libres, nous avons le devoir d'empêcher que l'on nous rende esclaves. Assister ou rester silencieux face au mal, c'est assister le mal. Il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. Fin de citation. Les hommes de bien composent cette cour, la haute cour. Son bien est ce que Emmanuel Lévinas, dans sa théorie de l'hétéronomie, nomme illéité, ou la transcendance divine qui élit la haute cour, responsable des partis civils, pour rendre justice aux victimes assassinées malgré leur douceur, leur candeur, connue de tous les Congolais. Le témoignage de Moukalaï Daniel, ainsi que la défense des prévenus Mouilamboué Paul et Mugabo Jacques, implique sans embâche le sénateur à vie, président de la République honoraire, chef de l'État à l'époque des faits. Comme l'enseigne Badinter, Robert, le cœur de justice, nous citons, le cœur de justice, c'est l'égalité des chances et la liberté dans le débat contradictoire. Fin de citation. L'occasion est donc donnée à la haute cour par le prévenu Mouilamboué d'exploiter par avant dire droit l'économie de l'article 253 alinéa 4 du Code judiciaire militaire pour que le premier sénateur à vie congolais vienne apporter sa version des faits afin d'éclairer davantage sa religion. La haute cour d'Océan ne peut nullement s'afficher fileuse quant à cette audition du sénateur à vie, car les articles 4 et 5, dernier alinéa, de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Loi promulguée par le président Kabila lui-même prescrivent les devoirs de civisme, de patriotisme et de loyauté envers l'État. C'est pour cela que je vous en donne la lecture du texte des articles 4 et des articles 5. L'article 4 vous dit ceci: tout ancien président de la République élu est soumis aux devoirs incombant à tout citoyen
en vertu de la Constitution, en particulier les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Aucune soustraction ni exonération au devoir prévu par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions, dont la Cour, haute Cour militaire, ici, ou de son peuple, que nous représentons tous dans cette salle. Et article 5, dernier alinéa. Qui dit tout ancien président de la République est soumis à l'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État. Cette obligation implique une disponibilité permanente, même à venir et répondre devant la haute cour. Une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. L'article 68 de la Constitution compte la haute cour parmi les institutions de l'État. Donc, devant vous, Joseph Kabila a le devoir civique, patriotique et de loyauté pour venir répondre et contredire William Mboué. C'est ça l'intérêt qu'enseigne le grand juriste français Robert Badinter dans ce que je venais de vous citer comme sa leçon. Le débat contradictoire. Je disais l'article 68 de la Constitution. Parce que la haute cour est une institution de l'État, créancière des devoirs de civisme, patriotisme et loyauté, dont elle attend l'exécution exemplaire par l'ancien président de la République élu, au fin d'un débat contradictoire avec le prévenu William Mboué, principalement et subsidiairement avec tous les autres intervenants. Ce double assassinat a certainement amoché l'éclat de la République démocratique du Congo. Et le peuple sonné en réfère à la haute cour d'Océan. Peuple très sécuritaire, très assuré de savoir comment, dans l'enceinte du quartier général de la police nationale congolaise, ce crime a été commis. Et pourquoi l'a-t-il été par les agents publics de l'État, débiteurs de la protection des personnes et de leurs biens? Par ces motifs, sous toutes les réserves que de nous, plaise à la haute cour d'Océan d'adjuger les présents prolégomènes par avant dire droit en procédant à l'audition de l'ancien président de la République élu et sénateur à vie, honorable Kabila Kabang Joseph, en vertu de l'article 253, dernier alinéa du Code judiciaire militaire. Frais comme de droit, ce sera justice et la haute cour aura mérité de la patrie. Parce que j'ai commencé mon intervention sur ces prolégomènes qui ne sont pas la clôture des débats des partis civils. Comme les prolégomènes sont définis comme des préliminaires. Je termine ce préliminaire par le simple mot « Merci votre honneur ».
C'est avec plaisir que je viens devant vous pour plaider cette affaire qui a fait l'objet d'instruction. Et ce, conformément au Code judiciaire militaire et à la procédure applicable en République démocratique du Congo. Dans cette affaire, nous sommes les alliés du ministère public. Et le ministère public étant partie jointe, les parties civiles étant partie jointe du ministère public, je ne vais ni déroger au pouvoir du ministère public, ni encore au pouvoir discrétionnaire de la Cour, du président, ni de la Cour. La voix des sans-voix, partie civile, est une organisation de promotion et de défense des droits de l'homme reconnue par les lois de la République. L'arrêté ministériel numéro 398 Barka Barmi a accordé la personnalité juridique à la voix des sans-voix et les statuts ont été notariés. Et l'organisation La Voix des sans-voix a eu à former Floribert Chebeya, qui a voyagé à travers le monde, qui a subi des formations au nom de l'organisation et qui a fait ce travail du peuple congolais civil. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Vous avez deux intérêts différents, il a la parole. Nous n'avons pas d'intérêt différent. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme est donc censée autoriser à postuler des demandes devant le tribunal de Sion. Notre noble profession d'avocat n'a pas commencé ici. Nous sommes dans un procès pénal, nous sommes des professionnels. Même les plus célèbres des avocats progressistes, Maître Jacques Verzès à Paris, dans le procès Moïse Papon ou tant d'autres, a eu à plaider devant les assises. Et dans un procès pénal, nous sommes partie jointe au ministère public. Et nous sommes respectueux des lois et des règles et procédures reconnues dans le monde entier. La Voix des sans-voix, organisation de promotion et de défense des droits de l'homme, est donc censée postuler des demandes du fait que son président a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Et nous allons vous dire ceci. Quand nous prenons la théorie des obligations, puisque nous sommes dans le système romano-germanique, et surtout que nous sommes dans la francophonie, Alex Well et François Terré disent que les personnes morales de droit public peuvent postuler des demandes devant le tribunal pourvu qu'ils prouvent qu'ils sont reconnus par la loi. Et dans le cas d'espèce, la Voix des sans-voix, organisation de défense des droits de l'homme, est reconnue
par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et quand vous prenez Boris Tak, Alex Well, ou encore chez nous ici, Kalongo Mikaï, donc la voix des sans-voix est censée recevoir, être reçue pour ses demandes devant la Cour des Seigneurs. Monsieur le Président, nous avons lu l'arrêt rendu par la Cour des Seigneurs. Et nous avons constaté au premier degré, et nous avons constaté qu'il y a une confusion quant au montant alloué à la voix des sans-voix. L'organisation La Voix des sans-voix, c'est elle qui a été victime de l'assassinat de Floribert Chebeya. Nous sommes surpris que quand nous lisons cet arrêt, on a accordé des sommes modiques à la Voix des sans-voix par rapport aux autres partis civils. L'organisation La Voix des sans-voix, œuvrant au sein de la société civile et par rapport aux règles générales d'application en la matière, n'est pas à négliger en tant que victime. Au moins, il y a certainement une confusion. Au niveau de la société civile, il n'y a pas d'autorité morale pour dire que non, et ce n'est qu'une organisation, mais c'est l'organisation qui fait les sommes. La société civile, c'est comme ça et c'est universel. Ce sont les organisations qui font les hommes. Et l'organisation de La Voix des sans-voix est une organisation démocratique qui a élu de manière légale M. Chebeya, qui lui a confié des missions, qui a exercé ces missions-là au niveau national et au niveau international. Et malheureusement, dans l'exercice de ces fonctions, notre compagnon de lutte va mourir. Et dans quel contexte il est mort, Monsieur le Président? Monsieur Chebeya était toujours en relation avec les autorités. Chaque fois, les droits de l'homme étaient violés et il était légaliste. Il aimait dialoguer dans le cadre du partenariat entre l'État et les organisations de la société civile pour construire le pays. Mais, à notre grande surprise, les agents de l'État, les policiers œuvrant au sein du quartier général de la police, alors que monsieur avait pris des rendez-vous réguliers pour traiter avec les institutions de la question des conditions carcérales des Congolais devant les installations de la police, quelle est notre grande surprise, Monsieur le Président, que M. Chebeya les a tous agents de la police nationale ont seulement arrêté Chebeya et Fidel Bazana, membres de l'organisation de La Voix des sans-voix pour les hommes, les droits de l'homme, mais en pleine journée, ils l'ont scotché, ils l'ont cagoulé et ils sont morts au sein même des installations de la police. Cela dépasse tout entendement. Et pourtant, il s'agit des policiers vêtus, payés par les finances publiques de la République démocratique du Congo. Cela est inadmissible, Monsieur le Président. Il s'agit donc des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions qui ont tué Chebeya.
Et nous sommes sûrs que, étant alliés du ministère public, nous n'allons pas faire le travail du ministère public. Nous avons confiance en lui, qui fera ce travail-là aux individus de s'organiser et de mettre en place des structures pour défendre les droits de l'homme. C'est à ce titre-là que l'organisation de la Voix des Sans-Voix a été autorisée par la République démocratique du Congo pour œuvrer. Et, Monsieur le Président, il y a une cause, un préjudice qui a été causé à la Voix des Sans-Voix, un préjudice de cause et à effet, Monsieur le Président, qui a fait que l'organisation La Voix des Sans-Voix a le droit de postuler des demandes. C'est pour cela, Monsieur le Président, La Voix des Sans-Voix, organisation reconnue, a subi un dommage terrible, plus que tout le monde. Et Monsieur le Président, ce que nous avons constaté devant le premier juge, c'est quoi? On néglige la voix des sans-voix, on pense qu'il n'a pas droit à obtenir des dommages intérêts, et on lui a loué une somme modique. La voix des sans-voix demande qu'il lui soit alloué, comme c'est un pays de millions, $1 million payable au droit en francs congolais au taux du jour. Monsieur le Président, Fidel Castro, arrêté à Cuba, a eu le temps au moins de plaider sa cause. Et dans sa célèbre plaidoirie, il a écrit l'histoire Makitera. Et Monsieur le Président, quand vous prenez le procès de Rivonia, Nelson Mandela, arrêté, accusé faussement de communiste, il a eu au moins le temps de plaider sa cause. Mais le cas de Floribert Chebeya, il est faussement accusé d'être agent de la CIA. Et le colonel Mikalai a eu à le dire ici. Chebeya n'était pas un agent. Chebeya défendait tout le monde. J'étais son avocat. Nous avons fait le tour du monde avec Chebeya. Chebeya, à chaque fois qu'il entendait que les droits de quelqu'un étaient violés, on vient le voir, il allait devant les autorités. Monsieur le Président, je pense que je termine ma plaidoirie. Et conformément tout le professionnalisme est une profession indépendante qui a ses normes et étant légaliste et que les postulations... Par Maître Elei Lofele Jean-Marie et nous, la Cour promet d'en délibérer. Vous avez la parole, Maître Bon. Merci beaucoup au collectif des avocats du Parti civique. Maître Elei n'a participé à aucune séance de travail avec nous pour notre stratégie de soutènement ou de soutenance des intérêts des partis civiques. Et je suis là avec le patron de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. Monsieur Rostin est présent pour le désavouer. Et il peut vous le dire lui-même. Un débat autour de cela. Si le président de l'ONG veut contester Maître, il n'a que le faire par écrit. Okay. Nous nous en tenons à ce qui a été déjà dit. Maître, merci. Mais la réplique est quand même... Parce que comment on peut vouloir manipuler la voix des sans-voix? Ce n'est pas pour le président là. C'est une organisation autonome. Et je suis avocat. Ça ne se fait pas. Maître, retirez-vous. La Cour a déjà pris acte de votre demande. Mais oui. Pour enchérir sur le prolégomène qui avait été développé ici par l'estimé confrère Maître Richard Bondou. Monsieur le Président,
vous êtes là pour juger les 6 derniers prévenus poursuivis pour des faits infractionnels. Au nombre des infractions, je citerai seulement l'infraction de désertion en temps de paix. À l'audience de la fois passée, les prévenus Moukalai ont entendu. Il vous a affirmé que de sa volonté, il a voulu faire face à la justice de son pays. Le prévenu Milambwe, je m'excuse. Il s'est présenté donc à l'inspection générale de la police nationale congolaise et de là, il était question qu'il soit amené à l'auditoire. Comment la trajectoire a été déviée? Il a affirmé ce qu'il a affirmé. Je déplore seulement que la Cour n'ait pas eu l'occasion de vérifier si sa version de fait est vraie et authentique. Si donc il a été dévié, il n'y a pas de désertion. Et donc, Monsieur le Président, moi je suis avocat de la voix de sans-voix. Et à l'audience... Défendez les intérêts de la voix de sans-voix. Je défends les intérêts... Laissez le prévenu de côté. Monsieur le Président, je défends les intérêts de la partie civile. Mais la partie civile ne peut prétendre à des dommages et intérêts que quand les infractions sont établies. Et donc, nous avons intérêt. Nous avons intérêt, nous allons les démontrer, Monsieur le Président. À l'une des audiences passées, vous avez dit ici, avec raison, qu'on n'apprend pas à un vieux à faire des grimaces. Je ne vous apprendrai rien, Monsieur le Président, honorable juge, honorable organe de la loi, lorsque j'affirme du haut de cette cour que notre législation organise la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'un prévenu est poursuivi devant vous qu'il est de facto condamné. Mais pour qu'il soit condamné, il y a le droit à un procès équitable qui est prévu et régi par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et l'une des obligations dans ce pacte demande que les prévenus soient autorisés à faire comparaître des témoins à décharge, tout comme l'auditeur militaire fait comparaître des témoins à charge. C'est cela le droit à un procès équitable. Et si ce procès est équitable, Monsieur le Président, nous n'allons pas avoir ce goût d'inachevé, parce que cette affaire a commencé avec le RP 1066, et on a eu un appel, et aujourd'hui, nous sommes encore en appel. Il est donc important, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, que ces genres de zones d'ombre soient vidées, pour que la décision que vous allez rendre soit rendue en toute connaissance des causes, qu'il ne subsiste l'ombre d'aucun doute. En Afrique, il y a un dicton qui dit « Si nous revenons là où nous avons tué l'éléphant, c'est que nous y avons laissé nos couteaux. » Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de l'affirmation de Milambwe, selon laquelle il est venu pour affronter la justice, mais il a été dévié. Les couteaux, c'est ça, ces zones d'ombre. Que ces personnes qui ont été citées ici comme l'ayant dérouté soient entendues, je plaide, par votre auguste cour. Et cela nous permet, Monsieur le Président, de comprendre que la décision à venir, c'est là une décision bien motivée et bien méritée. C'est donc en ce sens que je plaide pour aujourd'hui, qu'il plaise à votre auguste cour de faire bénéficier aux prévenus les droits à faire citer des témoins à décharge pour garantir un procès équitable tel que reconnu en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Les partis civils que nous représentons ne cherchent pas mieux dans un tel procès que toute la lumière. Et rien que la lumière, la vérité puisse être dite dans cette affaire. L'on nous demanderait pourquoi ou pour quelles raisons les partis civils chercheraient à ce que l'infraction relative à la désertion puisse être suffisamment instruite, clarifiée avant qu'elle ne puisse plaider. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, comme je l'ai dit tantôt, les soucis des partis civils
c'est que toute la vérité, toute la lumière puisse être faite dans cette affaire. Comment les partis civils pourraient dormir tranquilles lorsqu'elles ignorent certaines manières dont leurs frères, maris, pères, oncles et j'en passe ont été tués. Monsieur le Président, le Congo démocratique, de par sa constitution, est dit un état de droit. Et lorsqu'on dit qu'on est un état de droit, c'est que tout est soumis à la seule autorité de la loi. C'est que nous aspirons, comme certains pays occidentaux déjà assez développés, à avoir un tel niveau de développement. Monsieur le Président, il n'y a pas longtemps en France, il y a eu un procès autour de l'affaire dite de Bataclan. En effet, c'était des terroristes qui s'étaient attaqués au théâtre ou une grande salle appelée Bataclan où se jouait un concert. Et à l'occasion, ils avaient tué bon nombre de citoyens, tant français que expatriés, parmi lesquels il y avait même des Congolais. Et au moment de ce procès-là, les terroristes vont affirmer que s'ils avaient attaqué les Bataclan, c'était parce que le président de la République de l'époque, M. François Hollande, avait attaqué le Mali. Et c'est en représailles de cette attaque au Mali qu'eux se sont attaqués au Bataclan. Monsieur le Président, du fait que ces prévenus avaient simplement cité le nom du président François Hollande, ce dernier fut invité par la justice. Et il était aussi président de la République honoré, comme c'est le cas avec M. Joseph Kabila dans ce procès. Il fut invité. Il a été auditionné pendant 2 heures de temps pour faire la lumière sur ces déclarations-là qui apparemment n'avaient même pas de lien avec les faits qui étaient reprochés à ces prévenus-là. Mais, chose étonnante, Monsieur le Président, dans ces procès, le prévenu Paul Mouilambo est comparé devant vous. Il affirme des choses graves, et je dirais même gravissimes. Il cite des noms de personnes qui existent, des personnes qui sont identifiables et identifiées. Ces personnes ne sont pas invitées à pouvoir faire la lumière. Et la Cour nous dira que sa religion est suffisamment éclairée dans cette affaire pour pouvoir appeler les partis à pouvoir plaider, et lui, elle va les départager par sa décision attendue. Monsieur le Président, nous pensons que la lumière ou le fait pour la Cour de dire que sa religion est éclairée, c'est un principe qui devrait être. La Cour a dit ça quand? Mais lorsque la Cour a clôturé, la lumière de la Cour n'est emportée que lorsque l'affaire est prise en délibéré. Sauf si j'ai mal entendu lors de la dernière audience où la Cour a clôturé l'instruction, c'est-à-dire qu'elle estimait qu'il n'y avait plus de Je crois que, maître, nous allons passer la Cour. Non, maître. Non, Maître Richard Bondo a posé un problème. Attendez, vous aurez des avis, attendez. Ne vous excitez pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ne venez pas donner le cours de procédure pénale. C'est le droit congolais, hein, c'est pas le droit. Non? La religion de la Cour est éclairée quand l'affaire est prise en délibéré. Après, si la Cour n'est pas suffisamment convoquée, elle revient pour ouvrir le débat. Nous nous inclinons, Monsieur le Président. Non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi, maître. Ok? Voilà. Vous avez suivi Maître Richard Bondo introduire une demande
Nous allons requérir votre avis, nous allons requérir les avis de toutes les parties, et puis on verra. Les séjours étaient consacrés aux réquisitoires et plaidoiries, de toutes les conclusions des parties civiles. Le ministère public est surpris de voir, au lieu que les parties civiles puissent conclure conformément à ce qui a été dit, elles viennent de déposer ce que les parties civiles elles-mêmes appellent les prolégomènes. Et là, Monsieur le Président, c'est un autre débat. Un autre débat dans la mesure où nous attendions les conclusions des parties civiles. Les conclusions des parties civiles n'ont pas été faites. Il sera pratiquement difficile pour l'officier du ministère public de faire son réquisitoire. L'article 74 est clair à ce sujet de déroulement. Puisqu'il s'agit d'une demande des parties civiles pour des cas qui n'ont pas été suffisamment exploités par la Cour, et dans le, dans le besoin d'un procès équitable, il serait souhaitable, Monsieur le Président, et sur l'obligation de la Cour de pouvoir recevoir ces prolégomènes et de répondre afin que l'ordre soit revenu dans la maison et que nous puissions, Monsieur le Président, faire nos réquisitoires. L'avis du ministère public est favorable, en ce sens que certaines zones d'ombre auxquelles les parties civiles ont fait allusion, notamment sur la désertion simple, posent problème. Et il va de l'intérêt de tout le monde, mais pour ce procès, pour que ces zones d'ombre soient élucidées. Voilà, Monsieur le Président, la position ou l'avis du ministère public quant à ce que nous avons dit.